Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kick Parade numéro 58 ou 59, tiens, c'est une bonne colle ça, je ne sais plus. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, on a une annonce très importante à vous faire, surtout pour les abonnés de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs et que vous découvrez cette émission ou si vous la regardez de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, eh bien, vous aurez toutes les semaines eh bien, votre Kick Parade dans vos abonnements et encore mieux, activez la cloche pour avoir une notification. Alors, la chose importante, la formation importante, c'est que la chaîne va changer de nom pour se transformer en Troll Savant. Alors, pour la faire simple et rapide, en fait, à l'origine, So Many Bits devait contenir des vidéos de plusieurs horizons, pas seulement du jeu de plateau, il devait y avoir aussi du rétro gaming, du jeu vidéo, etc. etc. Et au fil du temps, les créateurs de contenu ont plutôt été sur le jeu de société. Là, il y a presque exclusivement que du jeu de plateau, du jeu de société, etc. Donc le nom n'a plus grand sens en fait. Donc ça fait un moment donné, un moment qu'on voulait changer le nom de la chaîne. On peut enfin le faire et on va prendre le nom de la boutique avec laquelle on est partenaire. Parce que ça fait longtemps qu'on est partenaire avec une boutique et avec Mathieu qui présentait What's Up Troll, voilà. Il a présenté pendant un an cette émission sur la chaîne. Il va revenir bientôt avec une autre émission. Il a pris une pause, il en avait un peu marre de What's Up Troll. On est en train de plancher sur une nouvelle émission mensuelle. Enfin, tout ça pour dire que on reprend le nom de cette boutique qui est Troll Savant. Comme ça permet d'avoir une bonne synergie entre les différents viewers, les gens qui sont abonnés à la newsletter de la boutique, du Discord qui s'appelle Troll Savant. Ça permet d'être un peu homogène, un peu logique et je pense que ça va faire du bien à la chaîne. Donc si vous êtes abonné à So Many Bits, ça ne change absolument rien pour vous, sauf que au lieu d'avoir des notifications So Many Bits, vous aurez des notifications Troll Savant, mais vous aurez toujours le Kick Parade, vous aurez tout le reste, Pimp Ma Boîte avec les peintures de figurines, de temps en temps les parties d'X-Wing, mais ça on va peut-être le transférer sur Twitch, on va peut-être ouvrir une chaîne Twitch pour ce genre de choses. Ça ne change rien, donc surveillez juste vos notifications, quand vous aurez le Troll Savant au lieu de So Many Bits, et ben c'est quand même nous. Et voilà, et ça ne change rien au reste. Je pense qu'on va vers ça vers la semaine prochaine, ou au pire la semaine suivante, mais ça va pas tarder quoi. Voilà. Et puis deuxièmement, avant qu'on commence, il y avait notre petit pari sur Zombicide, Marvel Zombies. On est à 10 heures avant la fin de la campagne. J'avais parié sur du 6 500 000. On en est à 6 900 000. Tu avais parié sur 7 millions de dollars, 7 millions d'euros. Et je pense que, moi j'ai déjà perdu, mais je pense que tu vas gagner. Hein, parce que je pense que d'ici 10 heures, ils vont dépasser les 7 millions. Oui, on sait souvent qu'en plus les dernières heures sont assez cruciales dans ce genre de campagne. Les derniers hésitants vont finir par craquer, donc oui, je pense que clairement les 7 millions seront atteints. C'est-à-dire que c'est une belle campagne. Après, effectivement, il y a eu un début assez fulgurant, puis ça a stagné un petit peu, et ensuite ça s'est un peu réveillé sur les derniers jours. Après, ils ont rajouté tellement d'add-ons que maintenant, quand tu veux prendre le all-in, t'en as pour 600 ou 700 balles. Donc forcément, ça gonfle. Scroller du haut en bas, c'est presque aussi chiant que de regarder Endgame, quoi. Enfin voilà, ce sont les deux informations qu'on voulait vous faire passer avant de commencer le top 10, et puis on va y aller. En 10e position cette semaine, c'est une entrée, c'est Open Relationships. Alors on va passer très vite là-dessus. Parce que c'est du jeu d'ambiance dans lequel il faut créer des mots, faire des associations entre deux mots pour se marrer pendant l'apéro. Voilà, c'est ce genre de jeu qui m'embête pour rester poli. Et deuxièmement, le jeu n'est pas backable, pledgeable hors des États-Unis. Donc voilà, c'est fait. Il en est à 37 000 euros, 1141 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. On passe au suivant. 9e position, c'est également une entrée, c'est beaucoup plus intéressant. C'est Seas of Havoc, 84 000 euros, 1307 contributeurs. Pareil, il reste une vingtaine de jours. Et alors là, c'est plutôt un éditeur qui a de la bouteille, puisque ils avaient déjà fait le jeu Objection, qui est sorti en boutique en France. Maximum Apocalypse, on en avait parlé. Alder Quest, Set a Watch. Donc il y a pas mal de titres importants, ils ont pas mal de titres importants à leur actif, et là c'est leur dernier titre, c'est Seas of Havoc. Alors qu'est-ce que c'est Seas of Havoc ? Eh ben c'est un jeu de pirates, ça devrait te plaire.
dans lequel on va s'affronter. C'est un affrontement entre les navires pirates avec des petites îles modulables dans lesquelles tu vas pouvoir trouver des ressources et améliorer tes bateaux et surtout tes mouvements de bateaux, parce que c'est un deck building finalement. Hein. Oui, tout à fait. Et puis c'est de la confrontation. En fait, on est entre la confrontation, le deck building et l'univers de la piraterie. Il y a un petit côté gestion de ressources à droite à gauche du plateau. D'ailleurs, plateau qui est, hormis le terrain d'affrontement, je trouve un peu tristoun, sachant que effectivement, on voit qu'on peut rajouter des îles, on peut rajouter deux, trois avantages là-dessus, mais c'est vrai que je le trouve un peu triste, alors que je trouve que tout l'univers graphique autour est plutôt réussi. Contrairement à... C'est l'exact opposé d'un autre jeu dont je parlerai plus tard. Et c'est vrai que le jeu fait envie. Peut-être un peu cher quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que pour un jeu d'affrontement où il n'y a pas énormément de matos, hein, les bateaux c'est des meeples, le plateau est plutôt petit, 58 balles, c'est quand même cher. Oui, bon. oui, et puis après il faut se dire que il y a une petite extension qui est offerte, mais bon, offerte pour 65 $, tu te dis, bon, c'est finalement, est-ce qu'on la paye pas un peu? Oui. Bon, surtout que le matériel est très beau, il n'est pas non plus pléthorique. On a vu des jeux à 60 € qui proposaient nettement plus de contenu. Bon, après, le style de dessin est plutôt bien fichu. Et puis après, il faut savoir aussi qu'il y a aussi une boîte collector avec un peu plus de contenu, mais là, vraiment, on est sur du 90 €, et là, pour le coup, c'est assez cher, mais le jeu, en tout cas, fonctionne bien, avec ils sont basés sur un système de calendrier pour dévoiler des choses au fur et à mesure de la campagne. Donc je pense que c'est une campagne qui va être assez intéressante à suivre. Et puis le jeu a l'air de fonctionner dans ses mécaniques. Donc, ça révolutionne rien, mais ça reste original. Allez, 8ème position, c'est Purple Haze, donc le jeu narratif sur la guerre du Vietnam, qui a gagné 2 places cette semaine. Il reste une dizaine de jours, il en est à 108 566 €, 1771 backers. Et bien ce jeu, je l'ai essayé sur Tabletop Simulator cette semaine, et le résultat c'est que c'est pas mal, c'est assez austère, mais je trouve que les mécaniques de combat, que je vais pas détailler ici, mais sont plutôt intéressantes. Il y a un système de dés qu'on peut démultiplier avec d'autres dés. Enfin bref, c'est pas mal. C'est assez trippant. C'est-à-dire qu'on est baladé dans la jungle. Bon, j'ai fait la première mission où ils se sont crashés en hélicoptère. Ils doivent rejoindre une base américaine. Donc ils se baladent dans la jungle, on ne sait jamais si on va avoir des ennemis sur le coin du nez. Il y a la menace qui augmente, le stress qui augmente, la fatigue qui augmente, les heures qui tournent. Je trouve que ça rend bien un peu l'ambiance un peu survival Vietnam qu'on a pu voir dans certains films. Alors la question toujours avec ce genre de jeu, c'est que souvent, la plupart du temps, vous aurez des événements un petit peu au hasard. Vous avez un deck de cartes avec des événements. Vous avez des points très précis sur la carte où il se passe des choses issues du scénario, mais la plupart du temps, ce sont des événements un peu aléatoires. Et on sait très bien qu'avec ce genre de jeu, il faut un gros tas d'événements aléatoires, parce que si au bout du 3e scénario, tu as fait 3 fois le tour et que tu retombes toujours sur les mêmes, c'est un petit peu embêtant, handicapant pour la variété du jeu, quoi. Donc là je vois que en stretch goal ils ajoutent des cartes événements, c'est bien, je pense qu'il en faut, mais vraiment le plus possible. Il faut vraiment se lâcher là-dessus, parce que c'est un peu toujours le point faible de ce genre de jeu, c'est qu'au bout d'un moment, ah ouais tiens, encore un serpent venimeux, ok, ça fait 3 fois qu'on l'a, donc voilà, donc ça il faut vraiment surveiller ça, sinon c'est... Enfin, il y a pas mal de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de soldats différents. Tu peux prendre des points d'expérience pour augmenter tes caractéristiques pour le scénario suivant. Donc il y a des trucs vraiment intéressants dans ce jeu, et encore une fois, je trouve que l'ambiance y est. Donc on espère qu'ils vont débloquer le français, puisque c'est à partir de 150. Ils ont fait l'allemand. 133 là, ouais, ah d'accord. 133 dans la dernière update. Ils ont débloqué l'allemand. En fait, quand vous allez sur les updates de la campagne, vous pouvez voir, ils font un petit débrief systématique de voir un peu où en sont les différentes traductions. Mais bon, après ce qu'il faut savoir aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui statent et qui disent oui mais j'attends la VF. Mais le problème c'est que si personne n'y va, les gars, il n'y aura pas de VF en fait. Il faut, si vous êtes plus de 150 à y réfléchir, allez-y, et puis au pire, si la VF ne se développe pas, ou si finalement le jeu ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de faire marche arrière. 7ème place, c'est une entrée Trekking Through History. Il en a 95 000, presque 96 000 €, 2009 contributeurs, et il reste plus de 20 jours. C'est le retour des campagnes longues, j'ai l'impression. Plus de 20 jours avant la fin de la campagne.
Alors c'est un jeu de voyage dans le temps. Moi c'est une thématique que j'adore. Je suis un grand fan de The Loop par exemple, dont la première extension est sortie il n'y a pas longtemps. Là c'est un petit peu différent. On va être dans une espèce de collection de cartes. Qui vont représenter chacun des événements dans des époques très très différentes. On voyage sur la planète et sur les millénaires. Et le but, c'est qu'on prenne des espèces de portes spatio-dimensionnelles, un peu comme on va visiter, comme des touristes en fait. On va aller visiter la première fois que les hommes ont fait du feu, la première fois qu'il y a eu le vol transatlantique, la première fois, si tu veux devenir un élève de Léonard de Vinci, enfin bref, il y a tout un tas de trucs, et ça va vous donner des points d'expérience. Vous allez ramasser les cartes où dessus il y a des points, il y a des... Alors je sais pas vraiment des ressources, mais enfin bon, bref, il y a des associations à faire entre différents éléments, et ça va vous gagner des points de victoire. Le jeu a l'air assez simple à comprendre. J'aime bien le concept du jeu, que c'est intéressant. En fait, on reprend ce concept des jeux de randonnée qu'on peut avoir. C'est ça, ce que j'allais dire, ça ressemble vachement à Parks en fait. Ouais, sauf que, d'ailleurs, quand on regarde, en fait, ça fait partie d'une gamme qui avait été sortie par ce studio. Il y a des jeux dont on avait déjà parlé dans l'émission. Ils avaient fait Trekking the World et Trekking the National Parks. Ouais. C'était des jeux un peu dans l'idée. Voilà, vous devez faire un beau voyage, sauf que là, au lieu de se balader dans les réserves naturelles ou dans des villes, en fait, vous voyagez à travers l'histoire de l'humanité. Je trouve que finalement, bon, c'est variation sur thème imposé, pourquoi pas, c'est original. Après, à voir effectivement, est-ce que le thème, il est juste voilà là pour le visuel, ou est-ce qu'il y a une véritable plus-value en termes de gameplay. Bon, ça a l'air quand même de ressembler pas mal à ce qui se fait ailleurs, mais ça veut pas forcément dire que le thème n'est pas bien intégré, donc à voir ce que ça va donner. 6ème place, c'est Total War Rome. Alors là, on va sur GameFound. Il a gagné 2 places cette semaine. Alors c'est plutôt il a gagné des places un peu automatiquement parce qu'il y a eu pas mal de campagnes qui se sont terminées. Il en est à 2600 backers, 451 670 €. Il reste que quelques jours. Ça aura été, on va dire, un demi-succès pour Total Rome ou pour Total War Rome. Je dis demi-succès parce que c'est quand même un jeu, je pense, qui avait une grosse ambition, qui avait beaucoup de boîtes, beaucoup d'extensions, beaucoup d'add-ons, et il finit avec 2600 backers, ce qui n'est pas honteux, ce qui est loin d'être honteux. Ils ont quasiment fait un demi-million d'euros, mais je pense que ce n'est pas le succès attendu par l'éditeur. Et déjà, on peut dire que c'est même pas un succès forcément critique sur la campagne. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'avis mitigés, voire d'avis négatifs, et ça, malheureusement, c'est jamais très très bon. Pour une campagne, bon, il y a toujours des gens à qui des pages déplaient, mais là, on va dire qu'il y avait une sorte de bloc assez fort, un peu hostile à cette campagne qu'ils avaient trouvé un peu feignante, ce qui peut s'entendre, comme après, ça peut ne rien changer au jeu, à la qualité du jeu, mais c'est vrai que derrière une telle licence, on pouvait s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu plus vivant, et là, on en revient à un débat un avis un peu personnel, mais c'est là où moi je trouve qu'il y a un gros souci avec la lisibilité sur GameFound, parce que je trouve que ça marche pas en fait. Il y a trop de trucs, il y a trop de composants à droite à gauche, alors que finalement, bon, sur Kickstarter, des fois, il faut lire, mais en vrai, une page qui est bien amenée, il y a juste à scroller du haut vers le bas, et ça marche. Là, je trouve qu'on se perd un peu en information, il y a un manque de hiérarchisation flagrant, et c'est vrai que je pense qu'il y a certains projets comme celui-ci... Je trouve que la lisibilité de la page en fait en pâtit. Allez, 5ème place, Hike. Donc ça fait 3 fois qu'on en parle, on va passer vite fait, c'est la dernière semaine. 92 000 €, 2611 contributeurs. Premier projet, petit jeu malin, matériel malin, concept malin, sans faute. Bravo les gars. VF qui s'est débloqué la semaine dernière. Et il y a la possibilité de le tester sur Tabletopia pour les curieux. Donc ouais, c'est... Petite page, mais d'un autre côté, ils ont pensé à tout. 4ème position, c'est la dernière semaine de collab également. Ça fait 2 semaines également qu'on en parle. Toujours sur Tabletop Simulator et Tabletopia si vous voulez l'essayer. Il reste 5 jours. Il y a de la VF pour les règles. Pas les composants pour le moment, c'est ce qu'ils nous ont promis. Et voilà, il en est à 130 000 €, 2871 contributeurs. Le jeu, il aura flirté dans les 6 premières places du classement pendant toute sa campagne. La page était bien pensée, ça a été bien actif pendant ces, je crois, c'était 15-20 jours de campagne. Bien joué les gars. Avant de passer aux 3 premiers du classement, on va faire un tour vers les nouveautés. Elles sont assez nombreuses, donc on va pas trop, on va pas en faire des tartines sur chaque sortie. Alors on a Last Resort Space Hotel Simulator qui était
déjà sortis il y a quelques mois et qui s'étaient plantés, donc ils retentent leur chance. Il en est à 9 976 €, 190 contributeurs, il reste 17 jours. Ça n'a pas l'air super bien parti une nouvelle fois. Donc là, on est dans l'espace, dans une espèce de station spatiale qui sert d'hôtel, de tourist center, on va dire. Et c'est à vous de gérer tout ça, de donner le maximum de satisfaction à vos touristes de l'espace. Bon, je trouve pas ça très beau. Non, l'idée est rigolote. L'idée est super rigolote, une espèce de tycoon, quoi. Oui, c'est ça, mais effectivement, bon, c'est pas très sexy. Pas très esthétique. Ouais, je suis d'accord. Alors, nouveauté également, King of Serbia, donc c'est un jeu de cartes, il n'y a que 25 contributeurs, c'est rien du tout, mais il y a une VF, donc on s'est dit qu'on allait quand même vous en parler un petit peu, au cas où ça vous intéressait. Donc là, on est dans un jeu de conquête, mais via des cartes. Donc c'est un jeu de cartes, il va falloir conquérir des territoires, engager des bonnes personnes dans votre royaume, construire des... bon, c'est un mini-jeu de civilisation et de territoire dans un jeu de cartes, voilà, sauf que ça se passe en Serbie, en fait, apparemment, hein, puisque ça s'appelle King of Serbia, j'imagine. Voilà. Et il y a une VF. Je vais commencer par un jeu qui s'appelle Evolution New World, hein, donc on est à 627 contributeurs. Alors, Evolution n'est pas à confondre avec Evolution, puisque c'est la suite remake de Evolution. Alors que la suite remake de Evolution, c'est Océan. Enfin voilà, je sais pas si vous avez suivi le... C'est compliqué. Hein. Non, en fait, c'est un reboot d'une campagne, donc d'un jeu qui avait été développé par un doctorant en biologie pour un peu essayer d'initier à l'évolution des espèces en fonction du milieu, des prédateurs que vous allez rencontrer. En fait, vous allez jouer via des cartes, composer votre créature pour essayer en fait de lui donner des attributs qui vont lui permettre de survivre à travers les âges. Ce qui n'a rien à voir avec Evolution, où là vous allez jouer des espèces que vous allez devoir faire survivre en fonction de cartes, en fonction des éléments. Enfin, en fait, c'est à peu près le même jeu, sauf que il y a un jeu qui est un peu plus grand public, donc c'est l'Evolution que vous pouvez trouver en boutique actuellement. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus pédagogique, un peu plus léger, ceci dit en termes de matériel, on est vraiment sur un système de cartes, et en gros ils ont décidé de reprendre ce jeu qui faisait très jeu de scientifique, et en fait de le rebrander un peu plus jeu de plateau, avec des composants beaucoup plus jolis, un nouveau design, etc. Et alors, pas forcément en termes de règles, mais en tout cas en termes d'esthétique. Non, parce qu'ils ont ajouté des trucs, j'ai vu, Ouais. Et moi je trouve que ça rend plutôt bien. Bah carrément, moi je trouve que le concept est mortel. Le concept est vraiment cool. Et puis bah ouais, c'est le genre de jeu qu'on peut sortir, peut-être pas pour les créativistes, désolé. Ah, tu veux dire les créationnistes. Les créationnistes, pardon. Ouais, c'est ça. Oui, les créationnistes. Oui, non, là, ça va pas leur plaire. Non, peut-être éviter, ouais. Pas ça. Mais non, le jeu, j'adore le concept, j'adore le jeu Evolution, qui est l'autre qu'on trouve en boutique, où il y a eu des extensions, il y a eu Climat, il y a eu, qui était un standalone, je crois. Enfin, il y a eu plusieurs extensions comme ça. Je trouve ça excellent, tu développes une race d'animal, tu lui mets des traits. Tiens, il peut voler, tiens, il peut se camoufler, tiens, il court vite. Et du coup, tu essayes de survivre, et puis surtout de voler de la bouffe. En fait, c'est ça le truc, hein, c'est que tu as une espèce de réserve de bouffe, et il faut absolument nourrir tes espèces, sinon elles disparaissent de la surface de la Terre. Je trouve que c'est un concept absolument excellent. Et là, ils ont rajouté, par exemple, dans les nouvelles règles que j'ai vues, c'est qu'ils ont rajouté, tu peux mettre une carte entre deux espèces et créer une synergie entre les deux espèces. Donc ça, je trouve que c'est une super belle idée. Et en plus, c'est vachement thématique. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à rendre quelque chose de vrai, enfin, on va dire un phénomène qu'on trouve dans la nature, et de l'adapter en mécanique de jeu. Et ça, je trouve ça... c'est j'aime bien ce genre de truc. Parce que c'est là où on reconnaît un peu le génie. Le génie, c'est quand tu vois le truc et que tu te dis « Ah, mais c'est bien sûr, en fait. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Et ben c'est un peu ça, quoi. Tu te dis « Ah, putain, c'est vraiment bien vu. Il reste 22 jours avant la fin de la campagne. Je pense que c'est un jeu que j'espère voir dans le top 10 parce que je trouve que ça le mérite. » Allez, je vais enchaîner avec Rogue Angels Legacy of the Burning Suns. Alors là, c'est du basique, hein, c'est du coopératif, jeu d'action. Alors le petit truc, c'est que ce sont des standees au lieu de figurines, mais on est un peu dans un univers à la zombicide. Ouais, c'est peut-être un peu... Non, c'est pas vraiment zombicide, mais vous avez des missions, vous êtes dans des vaisseaux spatiaux, des stations spatiales, et vous bougez vos bonhommes collaborativement, vous fightez, vous pouvez
voler des trucs, vous pouvez hacker, etc., etc. Donc c'est un jeu d'aventure en fait. Là, ils n'ont pas choisi justement l'option kilo plastique, c'est du standees. Il y a un carton pour symboliser votre vaisseau, enfin une espèce de petite boîte dans laquelle vous pouvez rentrer et vous avez les salles au sol. Donc c'est on va dire, c'est un matériel à minima. Le jeu est quand même assez cher. Hein, c'est quand même 87 €. Je trouve que c'est. Ouais, c'est ça qui est dommage, parce que tu te dis, avec un tel matériel, je pensais justement, là où ils allaient se démarquer, c'est dire, en fait, voilà, c'est pas cher. Le matériel est pas cher, et en fait, c'est cher. Pas grand-chose. Donc ouais, c'est dommage. Voilà, il y a un gros Made in Europe sur le truc. Donc est-ce qu'on paiera de la TVA ou pas? Moi pour l'instant, j'ai vu qu'on la payait. Je vais aller vite fait sur Dynamine parce qu'il y a une VF. C'est un petit jeu dans lequel vous allez faire creuser vos nains dans une mine. C'est pas très original, mais bon, pourquoi pas, ça peut fonctionner. C'est un jeu de tuiles. Vous allez peu à peu constituer votre mine avec des embranchements et récolter tout ce qu'il y a de précieux dedans, bien entendu, hein, et rendre le plus riche possible votre tribu de nains. Voilà, donc c'est un jeu très thématique, avec pas beaucoup de matériel, qui a pas l'air extraordinairement original non plus. Mais en tout cas, il est sur le marché et il y a une VF, donc à vous de voir. Et comme on dit souvent, jeu de nain, jeu de vilain. C'est ça. Bravo, bravo. C'était la blague pourrie de la semaine. C'est vrai qu'on oublie de faire notre blague pourrie de la semaine. C'est vrai. Il y a trop de semaines où on a oublié. Du coup, moi, je vais vous parler d'un jeu dont je vous avais déjà parlé dans notre émission des projets que j'ai présentés. Il s'agit de Captain's Log, qui vient de se lancer. Non, c'est Donc, c'est un jeu... c'est un jeu bac à sable dans l'univers de la piraterie, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est vraiment toute cette époque, puisque vous pouvez très bien ne pas incarner un pirate, de préférer choisir un corsaire ou choisir carrément le navire amiral des nations qui seront jouables dans le jeu, parce que vous pouvez choisir effectivement entre les Espagnols, les Anglais, les Français, puis la piraterie. Donc, je trouve que c'est l'antithèse totale du jeu de piraterie qu'on a vu un peu plus tôt, parce que je trouve que là, le plateau est très joli en termes de design, mais le reste autour est assez, pareil, très austère. Alors, il y a ce côté un peu carte, un peu machin, etc. Ouais. Mais ça nuit vraiment à la lisibilité, et surtout, là, on parle d'un jeu avec des parties de 4-5 heures. C'est ça. C'est tout monochrome. Très long, tout monochrome, et je trouve que on perd un peu en lisibilité. C'est-à-dire qu'ils ont imité un peu le look vieille carte au trésor, quoi. Voilà. Mais tu fais pas ça marche sur la carte. Tous les composants, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche sur la carte, sur le plateau central, mais sur tous les autres éléments, et puis surtout qu'en fait, c'est plein de petits symboles. Ils ont essayé au minimum de mettre d'éléments écrits de façon à, donc pour ceux qui sont vraiment fans de gros jeux de stratégie, etc., ça va pas être vraiment choquant, mais moi je trouve que c'est quand même un aspect assez rédhibitoire de l'entrée dans le jeu. En plus, bon, au moins ils ont été honnêtes, ils ont donné un prix, et c'est vrai qu'avec le prix actuel, on a vraiment le matériel, le strict minimum, quoi. C'est du carton un peu mal découpé, c'est très très fin, et plus ils vont débloquer d'argent dans la campagne, plus on va se retrouver avec des plateaux à double layer, donc ce qui me semble indispensable pour un tel jeu, avec tant de petits cubes, etc. Sinon on va se retrouver façon Terraforming Mars, ou un mauvais coup dans la table et c'est bon, tu peux reprendre la partie à zéro. Après, ça n'a pas empêché Terraforming Mars d'être un énorme succès malgré son matériel très médiocre. Exactement, mais on sent que Terraforming Mars, le matériel s'est développé au fur et à mesure du succès. Là, alors d'un côté, je trouve ça extrêmement honnête dans la manière de financer la campagne, puisqu'ils mentent pas, ils disent voilà, si on atteint tel palier, vous avez vraiment un jeu quasiment qualité proto, en fait. Et puis, plus vous allez débloquer les paliers, plus en fait notre jeu va pouvoir se développer vers un niveau d'excellence. Mais malheureusement, j'ai un peu l'impression que ça démarre timide. Leur nuit. Et effectivement, l'intimidité, c'est quand même un gros jeu. Et moi-même, c'est dommage. Être complètement un backer de ce truc-là, j'hésite. Moi, je suis très séduit. Je suis très séduit. Aussi. C'est vrai que c'est très. On hésite parce qu'on sent que c'est pas. Il n'y a pas des gens avec des grosses épaules derrière, on a un peu peur, mais le concept du jeu est mortel. Vraiment un jeu bac à sable dans le milieu de la piraterie où tu vas pouvoir vagabonder dans les Caraïbes et faire ta vie de pirate. Et j'imagine que tu vas pouvoir améliorer ton bateau, prendre des richesses, prendre des aller équipages. Chercher des trésors, c'est excellent. Les autres. Et il y a un truc surtout moi que je trouve extrêmement bien pensé, c'est qu'en fait on peut la jouer de manière historique ou complètement fantasque. Un peu comme Joan of Arc. Ouais, un petit peu, c'est ça. Et bon là en moins quand même développé, mais par exemple on peut jouer par exemple parce qu'ils disent en fonction de la nation que vous allez incarner,
vous allez avoir des affinités et des non-affinités avec les autres peuples jouables. Et en fait, on peut commencer le jeu en se disant, bah voilà, le jeu se passe à telle époque, et bah voilà, à l'époque, la France était en guerre contre l'Espagne, machin, etc. Et donc, du coup, on peut jouer avec ce rapport-là. On part de ce postulat. Voilà, ou alors, on prend des cartes, on pioche au hasard, et puis en fait, on choisit de manière aléatoire, ou choisit qui est en guerre contre qui dès le début du jeu. Pareil, le jeu va être proposé avec des vrais capitaines de piraterie, mais aussi avec des personnages qui vont inventer spécialement pour le jeu. Donc en fait, il y a une générosité sous-jacente au jeu. Mais c'est vrai que c'est quand même un début de campagne un peu timide. Le jeu est peut-être un peu cher. Mais j'avoue que malgré tout, je peux pas m'empêcher d'y réfléchir un peu. Après, tu peux faire ta carte toi-même. Hein. C'est des plateaux modulables. C'est des plateaux modulables avec des tokens. Tu peux faire ce que tu veux. Ça a l'air, enfin, ça me fait très très envie. Donc, ça serait cool que ça s'améliore petit à petit, quoi. En tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Et puis il y a un mode, juste pour finir là-dessus, il y a un mode expert et un mode solo a priori. Vous pouvez essayer les deux sur Tabletop Simulator d'ailleurs, hein. Il y a les deux modes. J'enchaîne avec quoi moi? Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, il y a un gros jeu aussi, mais alors qui se plante, mais royalement. C'est Steampunk Wasteland Chronicles. Il en a 9 900 €, 33 contributeurs. Ça pique. Il reste 28 jours, mais là, quand ça commence comme ça, moi je pense qu'ils vont annuler et relancer plus tard. C'est un premier projet, mais alors c'est d'une ambition, les amis. Rien que la bande-annonce, elle fait plus de 10 minutes. C'est un gros truc en image de synthèse qui te fait voyager sur toute la planète. C'est très impressionnant. Donc Steampunk, comme son nom l'indique, et Wasteland, comme son nom l'indique, c'est du steampunk post-apocalyptique. Donc on est dans le futur. Il y a eu non seulement des épidémies, des manipulations génétiques et en plus un holocauste nucléaire. Ce qui fait que vous évoluez sur une planète Terre complètement dévastée, où il y a du zombie irradié, où vous êtes supposé... tout marche avec une espèce de nouvelle énergie qui a en même temps détruit tout ce qui était numérique sur la planète, si je me souviens bien de la bande-annonce, mais maintenant ils arrivent à s'en servir pour faire de l'énergie. Donc on est complètement dans du steampunk, mais il n'y a pas de steam, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est tout le look, on va dire, steampunk, hein, c'est-à-dire rétro-futuriste. Moi, j'aurais plutôt appelé ça comme ça. Et en plus, post-apocalyptique. Donc, vous allez vous balader sur le plateau. Vous pouvez vendre au marché, trouver des ressources, échanger, vous battre, aller dans des laboratoires. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça a l'air d'être vraiment très, très ambitieux. Il y a de la figurine, plein de jetons. C'est du gros jeu, quoi. Voilà, c'est du gros jeu. C'est assez cher, d'ailleurs. Hein. C'est 125 € le prix de base. Là, pour le coup, vu ce qu'il y a dans la boîte, je trouve que c'est pas déconnant, mais ça ne décolle pas. C'est un four absolu. Je trouve ça étonnant parce que la thématique est très à la mode, ça donne plutôt envie. Si peut-être que vous comprenez mieux que nous d'ailleurs, hein, pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'est parce que c'est un premier projet, les gens n'ont pas trop confiance? C'est vrai que quand un éditeur lance ça en premier projet, ça fait un peu peur. Dire commence par un petit jeu et puis monte en puissance, tu vois, au lieu de péter un câble direct. Mais en tout cas, ça ne marche pas du tout. Alors là, ils ont mis qu'ils étaient financés parce qu'ils ont un objectif de 8 851 €. Mais les amis, arrêtez de mettre n'importe quoi. Enfin, tu fais pas un jeu comme ça pour 8000 balles. Enfin, arrêtez de vous foutre de nous. Voilà. Et là, ils ont l'air de cons parce qu'ils ont 9 900 €. Ah bah, vous êtes financés, les gars. Ah bah, vous êtes obligés de le faire. Seulement avec 9 900 €, bah, tu produis quoi? Tu produis la boîte en carton. Donc, voilà. Là, franchement, là-dessus, c'est un peu bien fait pour leur tronche, quoi. Eh bien, on revient au classement pour les 3 premiers de la semaine. Alors, en 3e position, c'est la Grand Hall Deluxe Master 7 qui a gagné 3 places cette semaine. Il en a 230 000 €, 2883 contributeurs, et c'est déjà la dernière semaine. C'est un score qui est plutôt sympathique pour un jeu qui n'est pas un nouveau jeu, hein. C'est juste un jeu, on va dire, amélioré au niveau des composants. Je crois qu'il y a des petits traits qui changent, mais pas grand-chose. Donc en fait, ils nous vendent une boîte de luxe, et ils ont quand même réussi à avoir plus de 2800 backers pour leur boîte de luxe. C'est un beau succès. L'objectif était rempli assez facilement, il n'y avait pas forcément besoin que ça s'éternise, et c'est bien aussi d'en avoir conscience. Hein, parce qu'on en a vu des jeux qu'on s'est traîné sur plusieurs mois et qui finalement n'avaient plus grand chose à raconter. Là, voilà, je trouve qu'ils ont bien géré le timing. 2e place, c'est Thunder Road Vendetta. Il en est à 535 215 € pour être précis.
5884 contributeurs, il reste une dizaine de jours. C'est quand même un beau succès pour Restoration Games, la boîte de Rob Daviau, hein, qui prend des jeux un peu rétro et qui les remet au goût du jour. Il avait fait ça déjà avec plusieurs jeux. En tout cas, ce Thunder Roads qui était sorti sous le nom du Survivant en français en 1987, il a su séduire les backers de 2022. Voilà, cette course post-apocalyptique à la Mad Max, sans prise de tête, sans grosses règles à la Car Wars ni à la Gazland, avec du matériel très sympathique, très coloré, voilà, très bien pensé pour, on va dire, le joueur casual avec un petit esprit geek derrière. Ça a su toucher parfaitement sa cible, et vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Et bah alors, qui c'est le numéro 1 de la semaine? Qui c'est? Bah c'est Hound to Hand Wombat. Voilà, c'est le premier jeu de Kickstarter au classement. Et c'est en plus une nouveauté, une entrée. 336 000 euros, ça vient de changer. 6805 contributeurs. Et ça reste 28 jours, mon gars. Ouais. Pourquoi un tel triomphe? Déjà parce que c'est un peu des vétérans de Kickstarter. Voilà. Hein. C'est l'équipe qui était derrière Exploding Kitten qui, encore à ce jour, je crois, est le jeu à avoir eu le plus de contributeurs sur Kickstarter. Ah voilà, ils ont fait le carton de Kickstarter avec Exploding Kittens, et ils reviennent avec un jeu d'ambiance, hein, tout simplement. C'est un jeu d'ambiance. Oui, totalement. Où vous allez fermer les yeux, essayer de construire une structure. Dans le groupe, il y aura un trade qui va, lui, saboter la structure. Voilà. Bon, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, mais force est de constater que c'est un vrai carton sur Kickstarter, hein, parce que le jeu est pas ultra cher, hein. Il est à 20 euros. Oui, puis le concept est un peu rigolo, quoi. C'est une espèce de loup-garou revisité, en lequel on rajoute un peu d'agilité, parce que comme tout se fait les yeux fermés, on imagine que des gens vont être pris pour des traîtres, alors en fait ils sont juste maladroits. Moi j'ai trouvé la bande-annonce excessivement drôle, on sent que c'est des mecs qui maîtrisent totalement la grammaire d'internet. Ouais, ils sont très forts en comment parler aux gens. Tu vois qu'ils ont payé des professionnels là, avec leur jeu Kittens, là, ils ont pu se payer des professionnels de la com. Ouais. Mais bon, tu sais, des fois même des professionnels peuvent se casser un peu les dents, là je trouve que c'est dynamique, ça marche bien, le matériel est rigolo. Les wombats, c'est toujours cool. Sachant qu'en plus, les wombats, sachez-le, ça fait des crottes carrées. Donc je suppose que le fait que les tours soient aussi cubiques... Ah bah c'est pour ça que les éléments sont carrés. Exactement. Ah, concept, les mecs, concept jusqu'au bout. Ah ouais. Bravo. Ils ont vraiment développé le truc. Très fort. Donc voilà, fabriquer en fait des montagnes de caca. Bon, on va en reparler, hein, parce qu'il est là pour 28 jours. Je sais pas si on va avoir beaucoup de nouvelles choses à dire dans les semaines à venir là-dessus. Mais enfin bon, en tout cas, il y reste pour l'instant. Voilà, bah écoute, on a fait le tour des sites participatifs. Enfin, on a fait une sélection des nouveautés. On peut pas tout vous dire. Il y en a pas mal quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup trop de trucs. Voilà. Bon week-end. Bah oui, bon week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de commenter, nous dire ce que vous pensez des campagnes de cette vidéo. Ciao, ciao.